Antonio Fischetti est journaliste à Charlie Hebdo depuis près de 20 ans. Il fait partie des survivants de la rédaction. Au moment de l'attentat, il n'était pas au journal. Cela lui a sauvé la vie. 2 jours après l'attaque, Antonio est encore sous le choc. Mais avec les autres rescapés de Charlie, il a décidé d'entrer en résistance, sortir le journal, coûte que coûte, malgré les morts, malgré le deuil. Un défi en réponse aux assassins. Le jour de la tragédie, je me disais, mais bon, Charlie est mort, comment faire à Charlie sans Cabu, sans Wolinski, sans Sharp, sans Tinius? C'est ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils ont hurlé dans la rue. Ils ont dit, on a mangé le prophète, on a tué Charlie Hebdo, on a tué Charlie Hebdo. Ben non, ils n'ont pas tué Charlie Hebdo. Ils n'ont pas tué Charlie Hebdo. Charlie Hebdo continue. Antonio se rend au siège de Libération. C'est ici que les survivants de Charlie vont se retrouver pour relancer leur journal. Donc, il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas de caméra? Toute la presse veut assister à la conférence de rédaction. C'est évidemment impossible, faute de place. L'équipe de Charlie a besoin de sérénité pour se remettre au travail, entourée d'amis venus filer un coup de main. Pendant ce temps-là, 2 étages plus bas, les journalistes de Libé sont branchés sur l'actu du jour, la traque des assassins, la prise d'otage porte de Vincennes. 3 heures plus tard, à l'issue de la réunion de Charlie, Antonio nous rejoint pour raconter l'ambiance. Vous avez ri ce matin? Ah bah ouais, bien sûr. Ah oui, on a ri. Ah ouais, on a ri. On a ri, on s'est engueulé. Donc c'est bien la preuve que si on recommence de s'engueuler, c'est que Charlie n'est pas mort. Pour vous, rire et continuer de débattre, c'est Charlie? Bah oui, c'est Charlie, par exemple, sur ce qu'on voulait faire ce matin dans le journal, il y a des gens qui voulaient faire que le Charlie normal. Moi, je voulais faire quelque chose un peu plus hommage. Bon, voilà, avec genre Cabu, double page Wolinski, etc. Les autres ont jugé que c'était pas ce qu'il fallait faire à leur avis. On n'était pas d'accord, on s'est un peu engueulé, on s'échauffe, mais c'est une réunion de rédaction vivante. Confirmation avec le dessinateur Luz, pilier de la rédaction, qui a lui aussi échappé au massacre. C'était une vraie réunion de rédaction, à part que on s'est retrouvés, on a un petit peu pleuré encore, ça a duré. Et en fait, la vie normale a pris son cours, c'est-à-dire que, Antonio a parlé de sa bite, on a commencé à s'engueuler pour un truc qui n'a aucun rapport. Au bout d'un moment, plus personne n'écoutait les réunions, tout le monde était parti à droite, à gauche, etc. Donc le bordel de Charlie reprend son cours, on va dire. Et ça, c'est bien, ça, c'est rassurant. Votre état d'esprit est le même, c'est-à-dire continuer de faire rire, de l'absurde, de la satirique, enfin, tout cet esprit... Continuer de faire rire, il n'y a que ça, de l'absurdité, il n'y a que ça. Il y a eu Valls qui a interrompu notre réunion de rédaction. Si c'est pas absurde, ça, on va en parler. Vous allez en parler? Je vais peut-être faire un dessin là-dessus, ouais, ça m'a un peu agacé. Et voilà, le temps maintenant, c'est notre temps à nous. On prend notre temps à nous, le reste. C'est un acte de résistance, quelque part, de sortir un numéro... Non, c'est pas un acte de résistance de faire ce numéro, c'est un acte de survie. C'est un acte de survie. Pourquoi vous dites ça? On peut pas nier que Charlie, c'est ces gens qui y travaillent, ces dessins, ces dessinateurs, a été décimé. Donc à un moment donné, il faut survivre à ça. Et les Akayat, là, la psy aurait hurlé au plafond, dire décimé, voilà, Lacan, machin, tout ça. Il y a peut-être quelque chose là-dedans. C'est dessiner pour éviter d'être décimé encore. C'est pas de la résistance, c'est de la survie. À quoi ressemblait Charlie Hebdo, ce journal si différent des autres? Qui sont ces dessinateurs qui ont payé de leur vie leur engagement? Il y a 3 ans, nous avions suivi toute l'équipe pendant la confection du journal, dans leurs anciens locaux du boulevard Davout à Paris. Des bureaux détruits 2 semaines après notre tournage par un incendie criminel. Charlie dérange depuis toujours. Nous avions découvert alors une rédaction atypique, décontractée, hors norme.
où l'on entend surtout le grattement des crayons et beaucoup de rires. Monsieur le directeur. Bonjour, je suis le directeur. C'est lui qui va en prison, hein. Quand on a des procès, c'est lui qui risque la prison. Si je risque que ça, ça va. Il risquait bien pire. Charb, le directeur, a été assassiné mercredi par des islamistes. Un meurtre ciblé, il était le premier sur la liste des terroristes. Tinius ensuite a été abattu. Puis Rhys a été blessé par balle. Cabu est mort aussi. Luz, lui, est arrivé en retard à la réunion de ce matin-là. Il a échappé à la mort. Wolinski, fauché à 80 ans après plus d'un demi-siècle de carrière, anticlérical comme ses copains et grand amateur de femmes. Honoré, 73 ans, le moins trash de la bande. C'est lui qui a fait et tweeté le dernier dessin de Charlie quelques minutes avant de se faire exécuter. Un dessin prémonitoire, on y voit le chef de l'État islamique présenter ses vœux pour 2015. 3 autres membres de la rédaction ont été abattus. Bernard Maris, oncle Bernard, qui militait dans ses chroniques pour un capitalisme humain. La psychiatre Elsa Kayat, 54 ans, auteur d'une chronique nommée Le Divan. Et Mustapha Ourad, 60 ans, l'homme de l'ombre, qui pourtant était indispensable, le correcteur de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, des dessinateurs poil à gratter qui regardaient le monde avec beaucoup d'ironie et d'impertinence. Ils l'ont payé de leur vie. Portrait d'une rédaction pour qui la liberté n'était pas qu'un simple mot. Hollande, depuis qu'il a maigri, là, il ne ressemble plus à rien. C'est chef de rayon au bon marché. C'est Fantasia tous les jours, quoi. Le machin, là. Tu mets voter Thénardier. C'est tout. On fait un des boulots les moins chiants du monde, qui est de se foutre de la gueule des gros cons. Les gros cons, la cible numéro 1 de Charlie Hebdo. Et contrairement aux idées reçues, le journal ne s'attaquait pas qu'aux islamistes. Juifs, catholiques, intégristes de tous bords, chacun en prenait pour son grade. Mais surtout les politiques, les hommes de pouvoir. Voilà les cibles de cet hebdomadaire né en 1970, héritier de Harakiri, le journal bête et méchant, interdit par le gouvernement Pompidou. Charlie Hebdo, un journal satirique, sans pub, qui mêle dessins et éditoriaux acides pour rire de tout. 15 procès pour injure au compteur. Il est l'héritier de l'esprit anarchiste et frondeur de mai 68. Chacun des idées différentes, tous à gauche, d'après ce que j'ai compris. Enfin, je le sais même. Ce jour-là, Charb et ses copains préparent un journal très politique. En octobre 2011, la primaire socialiste bat son plein et Carla Bruni est enceinte. Charb prépare la une, l'élément le plus important de l'hebdo. Il y a un peu un impératif pour la une, c'est que le dessin soit lisible tout de suite et qu'il n'y ait pas trop de texte non plus, quoi. Ce genre de dessin, par exemple, d'une part c'est dans le thème, et d'autre part ça peut faire la une. Ça traite des socialistes sans les représenter, parce qu'ils sont moyennement drôles aussi à dessiner. Puis ça mélange 2 gros thèmes d'actualité, parce qu'on sait qu'on va voir la naissance du petit Sarkozy dans pas longtemps, ça peut être marrant. C'est tout ce qu'on demande au dessin. D'abord, c'est d'être marrant. Le boss, c'était lui, Charb, 47 ans, un dessinateur historique de la maison. Il est arrivé au journal il y a 22 ans, avant d'en devenir l'éditorialiste et le directeur de la rédaction en 2006, sans arrêter de dessiner, avec une obsession, la liberté d'expression. C'est lui l'auteur de la fameuse une de 2012, détournée du film Intouchable. On y voit un rabbin et un imam dire en chœur « Faut pas se moquer ». Mais c'est aussi lui, le créateur des personnages Maurice et Patapon, le chat et le chien à la fois philosophe et obsédé sexuel. Un esprit potache et studieux, partagé par toute la rédaction. Les 2 chefs sont en train de cogiter, c'est le moment de choisir la une.
Ici à Charlie, on travaille entre potes, mais c'est Charb, le chef d'orchestre. C'est bien, dans nos nouveaux locaux, on a du métal partout. Ça économise du scotch. Voilà, table les enfants, c'est prêt. Vous pouvez venir choisir la une. Allez vous laver. Ah ouais, si vous en voyez d'autres au mur, vous me dites, mais j'ai un petit fait pour n'importe qui sauf Sarkozy. Ah bon? Oui, moi aussi. Hollande, j'ai hâte qu'il grossisse parce qu'on a du mal à lui faire les plis du coup. Bien sûr. Ça va être Martine qui va maigrir. Ouais. Ah, ils nous font chier. Elle a pas le nez en trompette comme ça, Martine. Ah tiens, t'es parti chercher de la drogue? Ouais, exactement, ouais. Écoute, on a démocratiquement choisi ta couverture. Si t'es pas d'accord, c'est le moment de le dire. Laquelle? N'importe qui sauf Sarkozy. Ah bah ok. Je me suis trompé. Elle a pas de permanente comme ça. On compte pas. Moi j'aimais bien les couilles quand même. Non. Ah, ça te va bien, hein. Ouais. Normalement, c'est... Beauté socialiste. Très avantageux. C'est sa marque de fabrique et celle du journal. Non, il n'y a pas que nous qui pouvons nous permettre, mais il n'y a que nous qui nous permettons. Mais si un journal décidait de mettre ça en couverture, tout le monde peut le faire. Hein. C'est pas répréhensible, c'est pas... Aucun journal sera condamné parce qu'il a mis une paire de couilles en une. Et c'est pour ça qu'on survit aussi, c'est qu'on voit dans Charlie Hebdo ce qu'on voit nulle part ailleurs. Donc on s'en sort comme ça. Hein. Ouais. C'était ça l'esprit Charlie, être provocateur, rire de tout, des politiques, des intégristes, qui sont parfois des assassins. C'était très bien. Au restaurant La Canaille dans le 4e arrondissement. Ah ouais. La vie de Charb et de ses potes bascule en 2007. C'est l'affaire des caricatures de Mahomet. En 2005, un journal danois publie 12 dessins du prophète de l'islam, provoquant aussitôt des manifestations très hostiles et une flambée de violence à travers le monde. Charb, Cabu, Luz et tous les autres décident d'être solidaires. Ils publient les fameux dessins. Résultat, menaces de mort et procès. Des organisations musulmanes les attaquent en justice pour injure publique. Des applaudissements fusent de la salle d'audience. Charlie a gagné. Et c'est avec du champagne que Charb et toute l'équipe peuvent savourer leur victoire sur ceux qui voulaient les faire taire. On a toujours des procès avec les mêmes, c'est-à-dire les plus virulents sont les religieux à chaque fois. Donc l'extrême droite catholique nous en a fait beaucoup. Et le plus célèbre, ça a été les procès sur les caricatures avec des musulmans, mais c'est pas eux les plus violents avec nous. Ça a toujours été l'extrême droite. C'est ce petit côté rassurant. C'est aussi notre boulot d'aller jusqu'au bout, quoi. De pousser les limites de la liberté d'expression. Et puis si on n'avait pas eu ce procès avec les musulmans, aujourd'hui le blasphème, ça serait peut-être un délit. Et voilà, on a garanti le fait qu'on peut encore blasphémer en France sans aller en prison ou sans se faire taxer. Contre toutes les religions, pas simplement contre l'islam évidemment. Une victoire, mais sa vie ne sera plus jamais la même. Charb était sous protection policière depuis 2011. La journaliste Caroline Fourest était une amie de Charb. Ils ont travaillé 6 ans ensemble à Charlie Hebdo. Nous lui avons montré les images de notre tournage de 2011. Et c'est avec émotion qu'elle se souvient d'un mec très doux qui n'avait peur de rien. Je pourrais pas oublier la façon dont il disait bonjour parce que plus ils l'ont menacé de mort, plus ils lui ont pourri la vie, plus il a été obligé d'être protégé, plus il disait la Wakbar quand il vous disait bonjour en déconnant. Voilà. C'était comme ça qu'il disait. C'était sa façon de saluer. Ah oui, il disait toujours Allah Wakbar. Et donc on disait Allah Wakbar. Et c'était comme ça qu'on se saluait en fait avec Charb. C'était un vrai combattant, mais quand vous avez 10 ans sur la tête une fatwa, il faut puiser dans tout ce que vous avez de meilleur, et heureusement il en avait sous le pied, pour rester juste le gars insolent, drôle et révolté par l'injustice, mais toujours par l'humour, qui était Charb. Je crois que Charb serait halluciné qu'on ait sonné les cloches de Notre-Dame pour eux, que Christine Boutin ait prié pour eux, que Arnold Schwarzenegger se soit abonné, que Poutine ait aussi rendu hommage. Je crois que ça les aurait bien fait marrer. C'est quand même ici qu'on est le plus libre. Ouais. Parce que c'était un journal créé par des dessinateurs, Charlie. Quand nous l'avions vu il y a 3 ans, Cabu rigolait tout le temps. On dirait que vous n'arrêtez jamais de dessiner, quoi.
Oh non, j'arrête pas, moi. Et chaque jour, l'actualité nous déverse des tonnes et des tonnes de gags, quoi. Cabu, le môme de 76 ans, passé du Club Dorothée à Charlie Hebdo et au Canard enchaîné, avec toujours le même état d'esprit. On a un peu de parti pris, on est de gauche ici, alors évidemment, on peut pas être neutre. Quand on fait des dessins, il faut prendre parti, hein. C'est ça qui est marrant, si on fait des dessins mous. Si on fait des dessins mous. À force de maigrir, on ressemble plus à rien. Et non, c'est vrai. Il y a 15 jours, j'ai fait ça, je me suis fait engueuler par ma femme. Je me demandais d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle dit, c'est comme ça que tu vois les femmes, c'est odieux de faire ça. Mais moi, je vois pas le mal. Des dessins qui ne plaisaient pas à tout le monde, mais Cabu ne faisait pas n'importe quoi. Il travaillait par conviction. En 2007, au moment de l'affaire des caricatures de Mahomet, c'est lui qui avait dessiné la une de Charlie, la fameuse une. On y voit Mahomet déplorer les violences des intégristes en disant « c'est dur d'être aimé par des cons ». Gonflé, mais réfléchi et assumé. On cherche pas à choquer pour choquer, hein. On cherche à faire rire, d'abord. Alors évidemment, quelquefois, on pousse le bouchon un peu loin. Cabu gardait aussi un certain optimisme qui résonne douloureusement après son assassinat. Quand on dit on peut plus faire ou dessiner ce qu'on faisait il y a 20 ans, j'y crois pas. Regardez à Charlie, on fait absolument ce qu'on veut. On n'est pas en Corée du Nord ni en Iran, on peut... Mais c'est parce qu'il y en a d'autres qui sont battus pour avoir cette liberté de presse. Et pour lui, le combat a commencé il y a très longtemps. Jean-Cyril Godefroy est éditeur. Il a commencé à travailler avec Cabu il y a plus de 30 ans. C'est l'un de ses plus vieux amis. Dans sa bibliothèque, il a gardé les originaux de ses dessins. C'était la couverture du livre de Cabu, oui, qui s'est aperçu qu'il n'avait pas assez de place. Alors il rajoute un petit papier collé par-dessus. Voilà. On voit que ça a été fait à main levée de façon parfaite. Cabu, c'est plus mon cœur qui parle là. C'est le plus grand dessinateur de presse du XXe siècle. Travailler avec lui, c'était merveilleux. Alors, c'était un type qui riait tout le temps. En conférence de rédaction, bon, vous savez, les idées fusent comme ça. Il était en permanence en train de rigoler. Et en rigolant, il crayonnait. C'est-à-dire, dès que quelqu'un lançait une idée, il la crayonnait immédiatement. Regarde le numéro 2. Avec Cabu, ils avaient fondé un journal satirique, La Grosse Bertha. C'était avant Charlie Hebdo, mais déjà dans son esprit. La Grosse Bertha tapait dur sur toutes les religions, comme avec ce dessin de Cabu, représentant la Vierge Marie en galante compagnie. C'est la mort de Gainsbourg. Bon, je crois qu'il parle par lui-même. Alors ça nous a valu un procès de la part d'une association de droite qui défend l'identité française, qui a trouvé que ce dessin était de mauvais goût. Bon, qui a pu rigoler comme d'habitude, c'était jamais qu'un procès de plus. Un procès, c'est tout ce que risquaient les dessinateurs à l'époque. Une liberté, aujourd'hui en danger. Ça fait 20 ans, et en 20 ans, il s'est passé beaucoup de choses, et ça nous en dit long du reste. C'est-à-dire que vous avez vu les dessins que je vous ai montrés, qui sont quand même assez durs, enfin, finalement, ou assez forts. Bon, jamais, je vous ai dit, on a eu une menace comme ils en ont eu. Ce qui prouve bien que la société a changé. C'est pas les dessins qui ont changé, c'est la société. C'est pas les dessinateurs qui ont changé, c'est la société qui n'admet plus visiblement une certaine approche libre et souriante de la vie. Retour à la rédaction. Voici le dessinateur Tinius, 57 ans, l'autre pilier de Charlie, arrivé en 1992 avec Charb. Il travaillait aussi pour Télérama, l'Express, l'Humanité et n'avait peur que d'une chose, de la page blanche. Hein ? C'est difficile parfois de s'attaquer à la page Si blanche. on est interrompu, évidemment. Non, voilà, c'est super difficile. Tu me fais un fond noir là, s'il te plaît.
Et il est un peu bien fait là, hein. Je ne garantis pas de faire mieux. Sinon, pour répondre à la question, tant que c'est blanc, on est sûr que c'est pas raté. Après, on ne sait jamais. Mais tant que c'est blanc, là par exemple, maintenant, je ne sais plus. Si, voilà, si ça y est, parce que faut pas être ouais, parce qu'après, je vais la faire parce que sinon, je vais l'oublier. Tinius, parce que sa grand-mère l'appelait Petite Teigne. Il ne lâchait jamais rien et son humour féroce n'épargnait personne, surtout pas les islamistes. Malgré le danger, Tinius, père de 4 enfants, aura fait son métier jusqu'au bout. Il ne se bridait jamais. Vous permettez tout? Alors là, oui, je crois que oui. Je me pose pas la question. Je me pose pas la question comme ça. Donc c'est pas grossi. Enfin, je sais pas. Pourquoi vous me posez la question? C'est grave ça? Non, hein, je sais pas. On voit le candidat Sarkozy repousser son bébé à l'intérieur de Carla en s'écriant « c'est pas le moment ». Tout, non, certainement pas, mais en tout cas, tant que moi, tant que ça me choque pas, tant que j'ai pas l'impression d'être irrespectueux. Et ce qui était vrai avec Sarkozy l'était aussi avec les intégristes. Pour moi, les limites, c'est ce qui pourrait, moi, me mettre ensuite mal à l'aise pour pas l'assumer, quoi. Ce que je pourrais pas assumer, oui, ça, ce serait ça les limites, sinon il n'y en a pas. Enfin, tant qu'on a la chance d'être dans un journal où, a priori, on nous en donne pas, je vais l'assumer une deuxième fois, je vais l'accrocher maintenant. Nous retrouvons Antonio Fischetti, l'un des amis proches de Tinius. Il travaille à Charlie Hebdo depuis 1997. C'est un journaliste scientifique. Ça, c'était quand on était en Iran avec Charb. Ça, c'est moi aussi. Antonio est parti en reportage avec la plupart des membres de l'équipe. Ah bah tiens, regardez là, si les souvenirs, des dessins, vous voyez, c'est un dessin de Charb qui est fait pour mon anniversaire. Antonio, lui, il me fait rire. Ça, c'est Tinius, parce qu'en fait, quand on partait en reportage, ce qui le faisait marrer, c'est que je mâchonnais toujours mes stylos. Alors ça le faisait toujours marrer, quoi. Et donc, c'est pour ça il m'avait fait ce dessin, Antonio Fischetti, tailleur de stylo billes. C'est avec Tinius surtout qu'il travaillait sur le terrain depuis des années. Antonio écrivait, Tinius dessinait. La façon dont il dessinait les personnes transformait mon regard sur les personnes. Et après, je voyais les gens à travers le dessin de Tinius. Il savait extraire l'humanité des gens à travers un regard, à travers une forme du front, du menton, quelque chose qui, même si c'était un connard qu'on était en train d'interviewer, eh bien, il faisait passer un peu pour un mec un peu concon, un peu sympa, qu'on prenait en pitié. Il extrait une sorte d'humanité de la personne toujours, quoi. C'est quelqu'un d'immensément bon et gentil, même quand il était terriblement féroce dans ses dessins, vous voyez. C'était toujours bienveillant. Le jour de l'attentat, Antonio assistait à un enterrement. Il n'a pas pu venir à Charlie Hebdo. Il a sans doute échappé à la mort. Avec Tinius, Antonio s'est toujours posé la question des limites à la liberté d'expression. Et comme lui, il n'a jamais eu de scrupules pour taper sur toutes les religions, et ce, quels que soient les risques. On en a discuté, c'est-à-dire, c'est pas que Charb, c'est tout le monde. On en a discuté. On a eu des débats, parce que, par exemple, après les caricatures, autour de la table de rédaction, bon, voilà, est-ce qu'on s'est posé la question, est-ce que tout le monde est d'accord pour faire ça ou pas? Pour continuer à faire des dessins comme ça, pour publier ce genre de dessins, puisque on savait qu'il y avait un risque d'attentat. Ceux qui n'auraient pas été d'accord auraient pu le dire, ou partir du journal, ou enfin, je sais pas. Mais on a tous été d'accord sur le fait qu'il ne fallait pas céder. Les journalistes de Charlie n'ont pas cédé. Des unes sur les religions, ils en ont sorti en pagaille. Pour Antonio, le but est clair. Il ne s'agit pas de se moquer des croyants, mais des intégristes. Ah, si Mahomet revenait. Ah oui, bah alors là, c'est formidable, ça. Ça, c'est formidable, ça dit tout, ça. Un mec cagoulé qui en train d'égorger un barbu, l'autre lui dit « Je suis le prophète, abruti, ta gueule, infidèle ».
Ça montre bien que la critique, la satire s'adresse aux islamistes assez malades qui tuent, qui égorgent de manière complètement absurde et illogique. Ça continue de vous faire sourire? Ben oui, bien sûr. Ça me fait sourire parce que, vous voyez, c'est-à-dire Charb qui était un ami, Charb est mort, mais ses dessins, eux, sont immortels et on va continuer de les faire vivre. Est-ce que vous pensez que ça va continuer de vous faire sourire longtemps? Ben bien sûr. C'est-à-dire, il y a la peine de perdre un ami, mais la force des dessins, il serait content de savoir que ces dessins continuent et continueront toujours de faire rire. Tout à fait, oui. Continuer de faire rire. Antonio voudrait que Charlie survive au massacre. Le lendemain, il se rendra à Libération pour écrire sa chronique, comme avant. À la rédaction de Charlie, il y a aussi des femmes, des dessinatrices comme Catherine. La relève, elle est là. Elle est là, la relève, là. Elle est là. Je parlais de la momie, excusez-moi. Et Coco, présente dans les locaux le jour du massacre. Elle a survécu. Ce n'est pas le cas d'Elsa, morte sous les balles à 54 ans. Elsa, c'est une psychiatre qui publiait des chroniques 2 fois par mois dans Charlie. Un billet nommé Le Divan, identifiable par son patient à tête de fesse. Elle y parlait de la folie, de la famille et du sexe. Nous sommes avec sa famille le lendemain de l'attentat. Sa sœur, son frère et sa belle-sœur. Ils se rendent dans l'appartement d'Elsa pour la première fois depuis le massacre. Mais tous. C'était aussi le bureau de la psychanalyste. Non mais ça c'est trop dur. Ça c'est voilà les témoignages des gens, les bougies, ils sont trop gentils. En fait c'est ça la part d'humanité, c'est ça. C'est les autres. Oh là 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 là. Faut qu'on allume, c'est où la lumière? Bon. Alors j'ai vu qu'il y avait plein de blogs qui s'appellent Je suis Elsa. Je trouve que c'est trop beau. C'est le divan de Charlie. Mais c'est pas Charlie, c'est le divan d'Elsa. C'est chez elle, bon voilà. Ça c'est le... Comment ça s'appelle? Le divan du psychanalyste, le fauteuil du psychanalyste. Là, elle fait du yoga, là pendant qu'il part. Elle est comme ça, elle mange, elle allume sa cigarette, il y a le chat qui vient, il y a le chien, ça rentre, ça sort, ça appelle. Mais voilà, quand même, il y a l'amour des gens. Elle sourit, elle parle. Toujours ce sourire qu'elle a. Elle rigole. Ouais, elle rigole. Elle rit fort. Ouais. Voilà, c'est l'affolage, c'est l'affolage, mais c'est pas fini. On va gagner. Hortense. Non mais ça c'est le trop... Hortense c'est trop dur pour Hortense. Hortense, la fille d'Elsa. 20 ans à peine et déjà l'impensable à gérer. C'est trop dur pour Hortense. Oh. Là c'est Hortense. C'est sa fille. La reine. La reine Hortense. C'est pour elle. Tout ça, c'est pour elle. Ouais, tout ça, c'est pour elle. Et elle m'a toujours dit, Hortense, ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Donc voilà, faut qu'on lutte. Faut que la France entière, elle lutte. Vous comprenez ce qui vous arrive? Non. On peut pas comprendre? C'est l'indescriptible. Il n'y a même pas de mots pour raconter ce que je vis, ce que tout le monde vit autour de moi et surtout ce que je vis. Mais ce qui est horrible à dire, c'est que je sais que sa dernière pensée, elle a été pour moi. C'est sûr. C'est évident. Sa vie, elle était pour toi. Ouais. Avec toi qui compte. Et donc voilà. Elle en parlait des menaces? Elle en parlait? Bah oui. Oui. Oui, elle était au téléphone.
Il y avait des menaces au téléphone, mais bon, les menaces, mais ce qui est fou, c'est que personne ne les prenait au sérieux. On pensait que c'était normal, en vrai, c'est pas normal. Quel genre de menace? T'es une salope, t'es une sale juive, on t'aura, les conneries. Et c'était clairement lié à sa collaboration? À Charlie, ah bah oui, parce que c'était depuis le divan de Charlie. Il y a eu vraiment un harcèlement? Enfin, c'était des menaces au téléphone, des lettres? Non, au téléphone. Il laissait des messages. Enfin, je sais même pas s'il laissait des messages, ils appelaient. Et elle leur répondait quoi? Mais rien. Elle est quand même psychiatre. Hein. Normalement, les fous, c'est son domaine. C'était au-delà, finalement. Les fous, ça aurait été son domaine, au-delà de toute espérance. Est-ce qu'elle essayait de leur parler? Bah, elle pensait qu'on pouvait parler aux fous. C'était ça son métier. Mais ceux-là, c'était trop fou. C'est sur ce bureau qu'Elsa écrivait les chroniques qui paraissaient ensuite dans Charlie Hebdo. Ah bah voilà, violence et impuissance. Ah bah voilà, bah c'est d'actualité. C'est son billet? Bah oui, Charlie Divan. Voilà, violence et impuissance. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Elle écrivait sur quoi, en fait? Elle choisissait des thèmes, violence, famille, argent, je sais plus, il y a la religion. Voilà, Charlie Divan, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Charlie, c'est sa deuxième famille. En fait, c'était sa première famille, c'était une famille. Pour la famille d'Elsa, l'important c'est de garder ce ton unique qu'elle avait. Elle est bien là, hein? Elle est merveilleuse. Là, voilà, elle rit. Voilà, la clope. Celle-là, elle est bien aussi. Attends, arrête, elles sont super, là. Regarde. Elle est moins jolie que l'autre, mais elles sont... Attends, elle rigole. Bah oui, la clope, c'est Elsa, hein, je suis désolée. Un médecin qui clope, voilà, ça c'est Elsa. L'humour, la dérision, plus fort que tout. Edmond Baudouin, un très vieil ami de Charlie Hebdo, a lui choisi le dessin pour se souvenir de ses amis. Depuis l'attentat de mercredi, il n'a plus qu'une idée en tête, peindre pour leur rendre hommage. C'était beau là-bas, Charlie. Et j'ai fait ces portraits pour les offrir, pour que chacun qui veut, parce que quand je suis allé à la manif l'autre jour, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas leurs portraits nulle part. Mettre les portraits des personnes qui sont disparues anormalement, comme ça, c'est les faire encore un petit peu, faire que, ben oui, quoi, je me trimballe avec ça, parce que oui, ben oui, Tignou, ben oui, merde, quoi, t'es pas mort. Je me dis, aujourd'hui, c'est la vie, la vie. Eh bien, eux doivent continuer, là, tant qu'on peut, à faire que leur visage soit partout, soit... D'ici ce soir, voilà. On va être un peu en retard, donc peut-être j'aurai pas fini ce soir, mais en tout cas demain c'est sûr, il faut le finir avant la manif. Voilà, Là, vous allez laisser l'émotion de côté, essayer de... Là maintenant il y a l'émotion, mais il y a aussi le boulot, quoi. On redémarre. Ça y est, Charlie... Charlie démarre, on fabrique un journal, on continue le journal. Charlie n'est pas mort. Luce, lui, a repris ses crayons. L'équipe va bientôt choisir la une. Les dessins sont déjà accrochés au mur, mais on ne vous les montrera pas, histoire de ne pas gâcher le plaisir. Charlie Hebdo, journal irresponsable, paraît chaque mercredi.